Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau dans Neutrality Studies. Je m'appelle Pascal Lotaz. Je suis professeur associé à l'Université de Kyoto et je suis à nouveau accompagné aujourd'hui de Michael von der Schulenburg, député européen et l'une des voix les plus ferventes d'Europe en faveur de la paix avec la Russie et de la paix dans le monde. C'est quelqu'un qui travaille depuis des décennies au sein du système des Nations Unies, promouvant des initiatives de paix entre diverses parties. Il est ici aujourd'hui à l'occasion très triste du 4e anniversaire de la guerre à grande échelle entre la Russie, l'Ukraine et l'OTAN. Michael, bienvenue à nouveau. Oui, merci beaucoup. C'est en fait presque incroyable en ce moment même. Tu sais, hier soir, nous avons eu beaucoup de neige ici. Plus de neige que je n'en avais vu depuis probablement 10 ans. Je suis en Autriche et c'est un pays magnifique avec toute cette neige. Tout est blanc, nous en avons environ 20 cm et c'est très paisible. Tu sais, la neige rend tout paisible. Elle donne une impression de calme. Et pourtant, il y a toutes ces guerres autour de nous. C'est en fait un peu irréel de parler maintenant de l'anniversaire, le triste anniversaire, il faut le dire, de la guerre en Ukraine. Oui. Qu'en penses-tu, Pascal? Je veux dire, la guerre est partout autour de nous. La guerre avec l'Iran est autour de nous. Mais la guerre de 4 ans avec l'Ukraine se poursuit et le carnage est inimaginable. Nous n'avons toujours pas les chiffres. Nous ne savons toujours pas vraiment combien de personnes sont réellement mortes. Mais la seule chose certaine, c'est que cela se compte par centaines de milliers, probablement par millions. Et vous venez d'écrire où, au moment où cette vidéo sera publiée, vous aurez publié des lettres à Kaja Kallas et à la présidente du Parlement européen, je crois. Pouvez-vous nous dire ce que vous leur dites et ce que vous avez fait ces derniers jours? À l'occasion du 4e anniversaire, un groupe d'Allemands et moi, nous sommes réunis pour rédiger une proposition sur la manière dont l'Europe pourrait négocier la paix avec la Russie. L'argument que nous avançons est que la situation en Europe est aujourd'hui vraiment mauvaise, surtout au sein de l'Union européenne, sur le plan économique. D'un point de vue géopolitique, nous n'avons plus aucune influence. Nous sommes entourés de guerres. Il ne s'agit pas seulement de la guerre avec l'Iran. Il y a aussi les conflits impliquant Israël et ceux en Afrique de l'Ouest. Nous rencontrons des difficultés au sein de l'Alliance transatlantique. Je pense donc que l'Europe se trouve dans une situation vraiment différente. Et l'argument que nous défendons, c'est que si nous voulons en sortir, la première chose que nous devons faire, c'est ramener la paix sur le continent européen. Et c'est bien sûr la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine a une influence énorme sur nous et sur nos générations futures. Elle déterminera la manière dont nous allons y vivre. Et je pense que si nous voulons la paix sur le continent, nous devons commencer à dialoguer avec la Russie. Ce que nous avons préparé, et des personnes très intéressantes y ont participé, inclut le général Kujat. Il a été à une époque le plus haut gradé de l'armée allemande. Également au sein de l'OTAN, il a présidé le Conseil OTAN-Russie et le Conseil Russie-Ukraine. Il connaît donc très bien la situation et je collabore beaucoup avec lui. Nous avons M. Teltschik, qui était le conseiller de Kohl au moment de la réunification, un conseiller en politique étrangère. Nous avons Peter Brandt, le fils de Willy Brandt, qui est aujourd'hui politologue. Nous avons Hajo Kwiatek, un politologue très important qui appartenait autrefois au Parti des Verts, mais plus depuis environ 1 an. Et bien sûr, M. Lotaz est journaliste et moi-même, j'ai travaillé pendant 34 ans dans des zones de guerre. Je pense donc qu'il y a beaucoup de connaissances ici et nous avons préparé cela. Juste pour préciser, vous avez préparé une proposition de paix. Vous parlez maintenant de cette proposition de paix. Vous l'avez envoyé à tous les partis.
Eh bien, il a été publié. Nous l'avons diffusé en janvier, avant le 4e anniversaire. Nous avons pensé que, vous savez, le 4e anniversaire devait nous rappeler que nous ne pouvons pas simplement rester les bras croisés et ne rien faire. Nous devons agir. Alors, nous avons élaboré cette proposition. C'est la seule de ce genre en Europe. N'oubliez pas que nous n'avions jamais présenté de proposition de paix auparavant. Et elle est rédigée de manière très professionnelle, car je veux dire, nous avons une certaine expérience dans ce domaine. Nous parlons beaucoup du territoire, des garanties de sécurité, de la force de l'armée et des relations futures, à la fois en Ukraine et en Europe. C'est donc quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Mais l'important, ce que nous soulignons, l'argument clé, c'est que lorsque nous commençons à dialoguer avec la Russie, nous devrions adopter une approche positive, car il y a tellement de haine, de propos agressifs et de choses de ce genre. Nous proposons donc de faire appel à la Russie, en partant du principe que l'Union européenne et la Russie, en tant que deux entités politiques européennes, partagent une responsabilité commune à l'égard de l'Ukraine et de ce qui se passe en Europe. Nous soutenons que nous devrions procéder ainsi, très différemment de ce que font les Américains, en fixant des objectifs clairs quant aux raisons pour lesquelles nous nous asseyons ensemble. Et je pense que ces objectifs sont relativement faciles à définir. Par exemple, en se demandant quel est l'avenir de l'Ukraine en tant qu'État indépendant et souverain en Europe. Et bien sûr, une autre question se pose. À quoi ressembleront les arrangements de paix et de sécurité pour l'Europe? Ce sont des questions européennes sur lesquelles les deux parties pourraient au moins convenir que tel est l'objectif des négociations. C'est ainsi que l'on procède dans des négociations, vous savez. Et puis bien sûr, les deux parties ne seront pas d'accord sur les détails. Elles ne seront pas d'accord sur ce que cela signifie. Mais au moins, nous avons une base positive à laquelle revenir. Et nous n'avons pas ce genre de langage. Nous n'avons pas de négociations entre perdants et gagnants. Nous avons des négociations entre parties européennes qui disent « les choses ont terriblement mal tourné ». Et nous devons réfléchir. Quel est désormais l'avenir de l'Ukraine? Quel est l'avenir de l'Europe? Petite interruption, car j'ai récemment été banni de YouTube. Et même si je suis de retour, cela pourrait se reproduire à tout moment. Alors s'il vous plaît, pensez à vous abonner non seulement ici, mais aussi à ma liste de diffusion sur Substack. C'est pascalotaz.substack.com. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et maintenant, retour à la vidéo. Pendant 4 ans, nous n'avons pas eu de vision positive de ce vers quoi l'Europe pourrait tendre. Les Russes, je dois le dire, ont répété tout ce temps que ce qu'ils demandaient, c'était une structure de sécurité, une sorte d'arrangement sécuritaire pour le continent. Les Européens n'y ont pas répondu par un non, ils l'ont simplement ignoré. Pourquoi, selon vous, cette proposition manifestement positive de la Russie, créer une structure de sécurité commune, suscite-t-elle le silence des Européens? Dans vos échanges avec vos collègues au Parlement, pourquoi ne réagissent-ils pas à quelque chose qui pourrait servir à faire progresser les choses? Tu sais, Pascal, c'est encore plus étonnant quand on pense qu'en 1990, après la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide, nous étions tous d'accord sur un traité international appelé la Charte de Paris pour une nouvelle Europe. Et dans cette charte, nous avions convenu que nous n'aurions pas de bloc militaire nous divisant. Si l'on a une structure commune, la sécurité ne peut pas être divisée. Le texte allait même jusqu'à dire que nous sommes tous tenus, dans nos dispositifs de sécurité, de ne rien faire qui puisse menacer l'autre partie. Et pourtant, nous avons fait exactement le contraire en 1992, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée. Nous ne suivons plus cela.
Maintenant, si vous lisez la Charte de Paris, un document de l'OSCE, c'est du droit international. Je veux dire, ces textes relèvent du droit international parce qu'ils sont déposés auprès du Conseil de sécurité de l'ONU, donc ils s'appliquent toujours. Et si nous les respections, nous aurions en gros une esquisse de ce à quoi l'Europe pourrait ressembler après cette guerre. Mais nous les ignorons. Nous ignorons ce genre de choses. Et pourquoi nous faisons cela? Je ne sais pas, car c'est fondamentalement contraire à nos propres intérêts. Je veux dire, notre économie va mal. Nous avons les coûts énergétiques les plus élevés du monde et nous perdons notre industrie. L'Europe n'a pratiquement plus aucune influence en matière de politique étrangère, que ce soit en Iran ou dans d'autres régions du monde. Et je pense que c'est le résultat de cela. Je ne comprends même pas pourquoi nous agissons comme nous le faisons. Je ne le comprends tout simplement pas. Et si je regarde le langage utilisé au Parlement, où régulièrement entre 500 et 600 députés sur 720 votent pour des résolutions qui veulent poursuivre la guerre, de facto, le ton est celui de la haine. Et vous savez, pour quelqu'un comme moi, j'ai vu des guerres toute ma vie. Je n'ai même pas entendu un tel langage pendant la guerre Iran-Irak. Je veux dire, je n'ai jamais vu une guerre dans laquelle les deux parties n'avaient absolument aucun contact. D'ordinaire, il y en a toujours un peu, même indirectement. Je veux dire, pendant la guerre Iran-Irak, environ 1 million de personnes sont mortes. C'était une guerre énorme, mais elle a été gérée par l'intermédiaire des Nations Unies. J'étais du côté iranien, à l'ONU, et il y avait toujours quelque chose à discuter. Cette fois, nous n'avons pas cela. C'est incroyable. Nous assistons en même temps à un effondrement du droit international. Vous savez, en gros, Trump pense qu'il n'est plus lié par les traités, par le droit international. Et nous disons à peu près la même chose maintenant. Donc, nous n'avons plus vraiment de droit international applicable, et il ne nous reste plus aucun accord sur la limitation des armements. Je veux dire, le dernier traité sur le contrôle des armes nucléaires, le nouvel accord START, a expiré au début de ce mois et nous n'en avons plus aucun. À une époque où ces armes sont devenues bien plus avancées que dans les années 1960, nous n'avons plus aucun accord sur l'armement et c'est extrêmement dangereux. Je veux dire, il n'y a plus de téléphone rouge, plus de mesures de confiance, plus rien du tout. Et maintenant, nous avons des fusées qui, autrefois, dans les années 1960, mettaient 6 heures pour livrer une bombe nucléaire à la Russie, ou inversement. Et aujourd'hui, cela ne prend que quelques minutes. C'est vraiment une situation très dangereuse. Et nous avons des réunions comme celle de Munich, la conférence sur la sécurité, et il n'y a absolument aucun accord à ce sujet. Nous le faisons, et ce n'est jamais vraiment le problème. C'est un comportement complètement irrationnel. Je dirais que c'est le comportement de personnes qui se rendent compte qu'elles sont en train de perdre. Nous disons toujours, lorsque nous négocions avec des gens, que le camp qui utilise un langage haineux est généralement celui qui perd. C'est simplement humain. Et c'est ainsi que nous agissons. Donc, je pense que ce que nous proposons ici, c'est une issue. Nous devons trouver une issue à cette situation. Et c'est aussi pour cela que nous avons écrit la lettre à Kallas, à Maia Kallas, parce que c'est sa responsabilité. Nous en avons envoyé une copie à tous les ambassadeurs de l'UOPAN à Bruxelles, et nous avons également adressé une lettre à Madame Metsola, la présidente du Parlement européen. Et nous l'avons transmis aux commissions de l'UE chargées des affaires étrangères et de la sécurité, ainsi qu'aux dirigeants de tous les partis politiques. Nous verrons quelle sera la réaction. Je crains qu'il n'y en ait aucune, mais au moins, nous voulons faire quelque chose. Nous voulons profiter de cet anniversaire pour dire que nous ne pouvons pas. Enfin, comment l'Europe peut-elle accepter que nous entrions dans la 5e année de l'une des guerres les plus dangereuses sur le sol européen, sans rien faire pour tenter de l'arrêter?
C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est une irresponsabilité d'une ampleur incroyable. Les personnes à qui vous adressez ces lettres et la proposition de paix du côté européen sont celles qui vous diraient qu'elles veulent terminer la guerre depuis hier, mais que la seule personne capable de le faire est Vladimir Poutine, qui doit quitter l'Ukraine, y compris la Crimée, puis accepter de comparaître devant un tribunal à La Haye. Il continue, encore aujourd'hui, à le dire. Je n'arrive tout simplement pas à croire à un tel niveau d'incapacité ou de refus de réellement s'engager dans un processus adéquat pour sortir de cette situation. Dans les guerres que vous avez connues, y a-t-il un moment, un instant, où ce type d'impasse mentale se brise et ouvre la voie à un véritable processus pour commencer? Oui, je pense que la guerre Iran-Irak, qui a été la plus grande guerre à laquelle j'ai jamais été impliqué, en fait, les négociations pour le cessez-le-feu ont eu lieu chez moi, et ils ont presque tous failli être tués pour cela. Je veux dire, c'est quelque chose d'intéressant, la façon dont ces choses fonctionnent. Faire la paix est une chose très dangereuse, parce que beaucoup de gens ne veulent pas de la paix. Et ce sont généralement ceux qui ont les armes et sont prêts à recourir à la violence. Et c'est bien sûr la même chose en Ukraine maintenant, je suppose. Donc Zelensky est dans une situation très difficile. Je ne voudrais pas être à sa place. Donc non, je pense que, vous savez, le fait est que, pour nous en Europe, quand on regarde les journaux, quand on regarde les débats, ils sont pleins de jugements moraux. Vous savez, il a commencé la guerre, il viole des femmes, il vole des enfants, il tire sur des gens, il détruise les villes. Nous faisons cela aussi, bien sûr, avec nos armes, mais c'est comme ça. Discours typique en temps de guerre. Et je suis sûr qu'en Russie, on dit la même chose. Ce sont les autres qui ont commencé. Ce sont eux les impérialistes. Nous disons qu'ils sont les impérialistes. Peu importe. C'est le discours habituel de la guerre. Je veux dire, si vous êtes habitué à cela dans les négociations, vous l'ignorez généralement. Nous ne devrions pas oublier que les guerres sont immorales, mais elles ne concernent pas la morale. Elles concernent les intérêts. Vous avez une guerre, au sens ancien de Clausewitz, lorsque vous ne pouvez pas résoudre vos intérêts contradictoires par la négociation, soit parce que vous ne négociez pas, comme nous l'avons fait dans le cas de l'Ukraine, soit parce que vous ne pouvez pas parvenir à une solution. Alors la guerre devient la solution. C'est comme dans un bar. On commence une bagarre parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur qui gagne le match de football ou autre. Et c'est cela qui finit par trancher. Et dans le cas de la guerre en Ukraine, nous avions toujours supposé que nous la gagnerions très facilement. Et c'est pour cela que nous nous y sommes engagés. Maintenant, il semble que la Russie soit en train de gagner. Si la Russie avait perdu, l'Ukraine ferait désormais partie de l'OTAN, la Russie aurait perdu l'accès à la mer Noire, et probablement, une grande partie de la population pro-russe aurait quitté l'Ukraine. À présent, il semble que nous soyons dans une situation où personne ne gagne, et c'est généralement à ce moment-là qu'un cessez-le-feu intervient. Mais ce n'est pas le cas, car la Russie semble l'emporter. La Russie fixera donc l'ordre du jour des négociations de paix. Nous devons l'accepter. Il n'y a rien que nous puissions faire. Si nous ne pouvons pas changer la situation militairement, nous devons accepter l'issue de la guerre. C'est comme toutes les guerres. Je veux dire, il n'existe pas de négociation qui ignore ce qui se passe pendant une guerre. Et c'est ce que nous faisons. Nous ne sommes pas d'accord. Nous refusons d'accepter la réalité créée par 4 années de guerre. Mais le problème, c'est que du côté des perdants, il y a toujours une faction qui veut continuer. Je veux dire au Japon, les militaristes en 1945, dans les derniers jours d'août, ils disaient vouloir 100 millions de martyrs. Le Japon ne comptait que 60 millions d'habitants, mais ils en ajoutaient 40 millions venus de Corée, en disant
nous combattrons tous ensemble jusqu'à la dernière goutte. Et c'est en fait le vote décisif de l'empereur qui a tranché en disant « Non, nous allons nous ranger du côté des autres. Nous allons endurer l'insupportable. » C'est littéralement ce qu'il a enregistré et diffusé au peuple japonais. Endurer l'insupportable. Nous allons renoncer afin de sauver la nation d'une destruction totale. Mais certains voulaient continuer. Et il me semble qu'en Europe, cette faction a le dessus. Oui, et le plus triste, c'est que ces gens qui plaident pour la poursuite de la guerre, ce n'est pas leur sang qui est versé. Ce n'est pas le sang de leurs fils et de leurs filles. Je veux dire, au moins en Grande-Bretagne, leurs fils participaient à la guerre. Ils étaient pilotes, soldats, et ainsi de suite. Mais ici, ils font quelque chose d'extrêmement immoral. Les gens qui défendent la poursuite de la guerre n'en supportent pas le fardeau. Et c'est quelque chose que nous ne devrions pas accepter. Aujourd'hui, nous avons l'expérience historique. Nous savons que lorsque l'on refuse les négociations pour mettre fin à une guerre, ce qui s'est passé au Japon, c'est que 2 bombes nucléaires ont été larguées sur le pays. Et cela, au final, a brisé l'impasse. Ils ont dit « Nous devons négocier la paix ». Et il y a un bon argument selon lequel c'est l'entrée de la Russie dans la guerre qui a bouleversé le calcul militaire. Mais quoi qu'il en soit, le fait est que décider d'avoir une guerre nucléaire est insensé. Nous ne devrions pas faire cela. Je pense que ces nouvelles armes sont vraiment impressionnantes pour eux. Et vous savez, je suis sûr que quoi qu'il arrive, ils ont décidé qu'ils ne pouvaient plus gagner. Nous ne devrions pas l'oublier. C'est un bon exemple dans un autre sens. Car regardez ce qui est arrivé au Japon. Je veux dire, ils ont négocié la fin de la guerre. C'était une destruction totale. Et maintenant, le Japon est à nouveau un pays très prospère. Je pense que la même chose pourrait arriver à l'Ukraine. L'Ukraine doit réfléchir à ses propres intérêts, et son intérêt n'est pas de suivre ceux de l'Europe occidentale ou de l'Europe de l'OTAN, pour ainsi dire. Ils doivent comprendre que la poursuite de la guerre signifie simplement tuer des gens. Beaucoup de personnes quittent également le pays à cause des conditions. Je veux dire, la population est en grand danger. Elle ne cesse de diminuer. Ce pays ne survivra pas s'il continue ainsi. Et je pense que les Ukrainiens ne devraient pas en arriver au point où l'armée s'effondre. Car lorsqu'une armée s'effondre, le système politique s'effondre généralement aussi. Il sera alors très difficile pour l'Ukraine de rester un État fonctionnel. Une défaite pourrait être dévastatrice pour l'Ukraine, ce que notre presse a tendance à dissimuler. Mais cela pourrait être catastrophique si l'Ukraine venait à perdre complètement la guerre. Il vaut donc mieux négocier dès maintenant, et nous devrions les soutenir dans ces négociations, les Européens aussi, plutôt que de les encourager à poursuivre la guerre. Dans votre évaluation, je veux dire, nous avons constaté un changement dans la dynamique qui a commencé il y a environ 1 an, lorsque l'administration Trump est arrivée et a pour la première fois réellement montré une volonté de négocier avec les Russes. Cependant, ces négociations sont restées d'une part à un niveau très élevé entre Donald Trump et Vladimir Poutine, avec des appels téléphoniques et une véritable rencontre à Anchorage. Et d'autre part, elles sont restées à un niveau plus bas, sans jamais aller plus loin vers des négociations concrètes, vers une proposition concrète de solution. Ce que nous avons vu récemment, cette semaine à Genève, est la dernière itération de ce qui reste, à mon avis, un processus politique superficiel et non technique. La dynamique changerait-elle si les Européens prenaient réellement le téléphone et disaient « Russie, Vladimir et Sergueï, ayons une vraie discussion ». Pensez-vous que ça pourrait modifier la dynamique? Je pense que les Européens ont très peu d'influence sur la guerre, sauf ils sont les fauteurs de troubles pour la paix. Vous savez,
Quand l'Europe ne cesse de répéter que l'Ukraine devrait devenir membre de l'OTAN, que la Russie doit quitter tous les territoires de la péninsule de Crimée, que la direction russe devrait être jugée par un tribunal spécial et que la Russie devrait payer des milliers de milliards de dollars en réparation. Des choses de ce genre. Ils exigent en somme, après 4 ans de guerre, que la Russie capitule. Et la Russie ne capitulera pas, car la guerre se déroule très bien pour elle. Si la guerre s'était déroulée autrement, ce serait peut-être une autre histoire. Mais en agissant ainsi, nous avons créé une situation dans laquelle la Russie ne peut faire confiance à aucun accord. Je veux dire, il est déjà difficile de faire confiance aux Américains sur un quelconque accord. Ils ont tendance à les rompre quand cela les arrange. Mais les Européens, en gros, je veux dire, imaginons qu'ils arrêtent la guerre et que l'Europe dise « Nous allons vous intégrer à l'OTAN ». Que ferait alors la Russie? Elle relancerait simplement la guerre. Donc je pense qu'avant cela, si nous ne l'oublions pas, au début de la guerre, lorsque nous avions les négociations à Istanbul, il n'y avait aucune revendication territoriale de la part de la Russie. Aucune. Le seul accord concernait la péninsule de Crimée, qui stipulait que pendant 15 ans, elle resterait sous administration russe, mais que nous trouverions une solution diplomatique pour la Crimée. Peut-être une administration conjointe ou quelque chose de ce genre, mais pas par la guerre. Mais cela ne s'est pas produit. La Russie n'a commencé à agir que lorsque cet accord a échoué et qu'elle a compris qu'elle n'obtiendrait jamais d'accord sur l'OTAN ou quoi que ce soit de ce type, à moins de détruire certaines parties de l'Ukraine. Je pense donc que nous portons une lourde responsabilité dans la poursuite de la guerre, au moins depuis Istanbul, parce que nous avons boycotté ces négociations. Nous avons dit que nous ne le signerions pas, puis il y a eu une réunion de l'OTAN le 24 mars et d'autres événements similaires qui disaient qu'il ne fallait pas négocier avec la Russie. Et ensuite, vous savez, les Ukrainiens ont cédé. J'ai simplement du mal à comprendre que les personnes qui affirment qu'on ne peut pas, qui, encore aujourd'hui, utilisent le langage de « nous ne pouvons pas récompenser les Russes pour leur agression », présentent la situation comme si conclure un accord de paix et accepter la réalité revenait à offrir un cadeau de l'Europe à la Russie. Et ceux qui disent qu'il ne faut jamais récompenser l'agression sont les mêmes qui, tu sais, lorsque la dernière guerre en Iran a eu lieu l'été dernier, l'ont qualifié de sale besogne. Ce sont aussi ceux qui acceptent parfaitement et bien sûr soutiennent ce qui s'est passé au Kosovo, la modification des frontières. Tu sais, Pascal, il existe une statistique du Congrès américain couvrant les 30 années depuis la publication de la doctrine Wolfowitz en 1992. Elle affirmait qu'il n'y avait qu'une seule superpuissance et que les États-Unis décideraient de ce que le monde ferait pendant les 30 années suivantes, jusqu'en 2022. Durant cette période, les États-Unis sont intervenus militairement 251 fois dans d'autres pays. Et toutes ces interventions étaient contraires au droit international, car les États-Unis n'ont jamais demandé l'approbation du Conseil de sécurité pour aucune d'entre elles. Ce qui est triste, et on le voit aussi aujourd'hui avec l'Ukraine, c'est qu'aucune de ces interventions n'a abouti à davantage de démocratie. Aucune n'a conduit à un meilleur état de droit, ni à une amélioration des conditions économiques. C'est l'inverse qui s'est produit. Toutes ces guerres, Afghanistan, Irak, Syrie, Libye, pour ne citer que celles que nous connaissons le mieux, se sont terminées dans le chaos, l'anarchie et d'immenses souffrances humaines. Et nous continuons à le faire aujourd'hui. Je ne comprends pas que nous ne réalisions pas, même si c'était illégal de le faire, que les gens ne sont pas dans une meilleure situation. Nulle part, ils ne s'en sortent mieux. Je pense que ces guerres n'ont pas non plus mis l'Occident dans une meilleure position. Parce que, vous savez,
Regardez ce qui s'est passé en Afghanistan. Nous avons à nouveau un régime taliban là-bas. En Syrie, le chef du Front al-Nosra devient maintenant président. C'est presque incroyable. Il y avait auparavant une récompense de 20 millions de dollars sur sa tête, et maintenant nous le faisons président. Ce n'est pas un monde que nous créons avec toute cette violence et cette supériorité militaire qui s'améliore d'une quelconque manière. Nous devons réfléchir différemment à tout cela. Bien sûr que oui. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'une partie de votre proposition, ou l'un des auteurs de cette proposition, est le général Harald Kujat. Encore une fois, il a été le plus haut officier militaire d'Allemagne et aussi le plus haut officier militaire de l'OTAN par le passé. Lui, en tant que militaire, a compris dès le départ les dynamiques de pouvoir. Et dès le début, il a dit « Non, si nous voulons la paix, il faut changer. » Mais qu'est-il arrivé à des gens comme lui? Pourquoi des personnes comme lui ne sont-elles plus présentes dans l'establishment militaire? Ou si elles le sont, pourquoi se taisent-elles? Je veux dire, ne serait-ce pas aussi aux militaires européens de dire « Bon sang, il faut qu'on arrête. Il faut redonner du pouvoir aux diplomates. » Je veux dire, si vous regardez ce document, vous savez, il a rencontré d'énormes difficultés à être publié en Allemagne. Pratiquement aucun des grands médias n'en a voulu. Nachdenkseiten non plus, pas même la Berliner Zeitung. Finalement, c'est Die Weltwoche qui l'a publié. Et vous parlez de tout cela. Mais vous savez, dans notre groupe, nous sommes tous des gens conservateurs. Nous ne sommes pas des radicaux, ni rien de ce genre. Nous avons tous diverses expériences des guerres et de la manière d'y mettre fin. C'est donc un document professionnel sur la façon de mettre fin à la guerre. Ce n'est pas anti-ukrainien. Ce n'est pas prendre le parti de la Russie. Nous essayons de défendre l'idée que c'est dans l'intérêt de l'Europe et dans celui de l'Union européenne d'avoir la paix. C'est ce que nous devons poursuivre. Mais on nous a traités de traîtres. Je veux dire, c'est incroyable. C'est incroyable. Oui. Je veux dire, vous savez, si je suis au Parlement européen, on me crie dessus quand je parle. Et vous savez, je n'accuse même pas les gens. Je veux dire, ces lettres à Kallers et Metzeler sont extrêmement polies. J'écris toujours avec beaucoup de politesse. Mais bien sûr, j'ai cette conviction que nous devons mettre fin à cette guerre. Et je pense que nous devrions tous avoir honte, tous les Européens, y compris les Russes. Nous devrions tous avoir honte qu'après 2 guerres mondiales, nous ayons à nouveau une guerre sur le sol européen si dangereuse, si dévastatrice. Et après 4 ans, maintenant, dans la 5e année, nous n'en parlons même pas encore. En Europe, je ne parle pas des Américains, nous n'essayons même pas, d'une manière ou d'une autre, de résoudre cette guerre. Et nous savons tous, d'après l'histoire, que toutes les guerres, au final, doivent se terminer politiquement. Cela signifie qu'il faut des négociations si l'on veut parvenir ne serait-ce qu'à un cessez-le-feu. Mais dans ce cas, nous avons probablement besoin d'un accord de paix, pas seulement d'un cessez-le-feu. Il devrait donc être très satisfait de ce que nous proposons. Et nous disons que ces négociations ne devraient pas opposer des perdants et des vainqueurs de la guerre. Nous devrions plutôt faire appel à notre responsabilité commune envers l'avenir de l'Europe. Notre responsabilité commune envers l'Ukraine, notre voisine. C'est un État européen situé entre la Russie et l'Union européenne, et nous avons la responsabilité de trouver une solution. Cette responsabilité commune devrait nous rassembler autour de la table. C'est donc une approche très modérée, très positive de la question de la paix. Et même celle-là, je veux dire, elle n'est pas publiée. Vous savez, je suis en Suisse en ce moment, n'est-ce pas? Et j'ai donné plusieurs conférences en faveur de la neutralité suisse. J'en ai donné une où je n'ai pas utilisé le mot Russie une seule fois. Je crois ne pas l'avoir prononcé du tout. J'ai simplement parlé du caractère destructeur et des conséquences négatives des sanctions.
et de la façon dont elle constitue un instrument de guerre. Et une personne est partie, disant qu'elle ne voulait pas écouter cette propagande russe ou un discours pro-Poutine. Il a ajouté que si nous appliquions les mêmes critères à Hitler, alors Hitler régnerait encore sur l'Europe aujourd'hui. Pour moi, cela montre l'état d'esprit en Europe. Qu'Hitler, même 80 ans après sa mort, parvient encore à compromettre la paix avec cette idée qu'il faut continuer à se battre contre lui. C'est cette longue ombre d'Hitler qui pousse l'Europe centrale à dire non, il faut mener ce combat et vaincre Hitler. Je veux dire, il résonne encore en ces termes. Je ne sais pas comment briser cela, comment faire comprendre que les Russes ne sont pas les nazis. Ce qui est triste, c'est qu'on voit la longue ombre d'Hitler. Si nous abordons cet argument, malheureusement, nous nous trouvons assis dans cette ombre. C'est le cas. Alors, comment sortir de cette ombre? Vous savez, si un chancelier allemand compare Poutine à Hitler, un chancelier allemand, successeur d'un chancelier nommé Hitler, qui a peut-être tué 27 millions de Soviétiques, dont la grande majorité étaient des Russes. 27 millions, bien plus que les Juifs ou quiconque d'autre. Et vous savez, mes parents étaient Russes. Nous sommes revenus de Russie. Nous n'étions pas des Aryens en Allemagne. Je veux dire, il ne faut pas oublier tout cela. Et ensuite, il dit aux Russes que l'autre, c'est Hitler. Je veux dire, il y a un manque de goût dans tout cela. Et puis, c'est aussi la question du langage. Comme lorsque le ministre français des Affaires étrangères dit que la Russie disparaîtra de l'histoire si elle n'accepte pas notre proposition de paix, ce qui signifie en gros capitulation et choses du genre. Ou quand Kallas dit que nous devons vaincre la Russie afin de la démanteler. C'est même inscrit dans une résolution du Parlement européen. C'est dans l'une de ces résolutions. Je veux dire, comment peut-on jamais parler de paix? Jamais parler de paix. Nous, Européens, devrions savoir mieux que ça. Je veux dire, toute cette idée de diplomatie s'est tellement développée en Europe parce que nous avions de nombreux États qui étaient toujours plus ou moins en guerre les uns avec les autres. Nous avons cette expérience. Et pourtant, nous semblons tout jeter par la fenêtre et ne plus nous souvenir de qui a tué qui pendant la Seconde Guerre mondiale. Ou si Hitler était russe, ou plutôt un Autrichien devenu allemand. Enfin, qu'en dites-vous? Je ne sais pas quoi dire. Et c'est aussi très fort. Vous voyez ma position? C'est que je ne suis pas là pour défendre la Chine ou la Russie ou quoi que ce soit de ce genre. Ils peuvent le faire eux-mêmes. L'argument que j'essaye de présenter, c'est de dire aux gens au Parlement qu'il est dans notre propre intérêt de rechercher un accord de paix. Parce que dans cette guerre, nous, l'Union européenne, sommes les perdants. Et nous devons agir. C'est dans notre intérêt de le faire. Et nous y sommes obligés, car nous avons signé la Charte des Nations Unies. Dans de nombreux pays, comme l'Allemagne, c'est même une exigence constitutionnelle de rechercher la paix et des choses de ce genre. Et nous ne le faisons pas. C'est pourquoi ma question est vraiment de savoir comment convaincre notre propre camp, comment convaincre nos compatriotes de la nécessité de repenser entièrement le cadre dans lequel cette tragédie est abordée. C'est bien sûr là que nous entrons dans le domaine de la propagande, de la mise en récit, de la guerre cognitive, non pas contre l'autre camp, mais contre le nôtre. C'est juste que je veux une issue à tout cela. Je veux une issue. On ne peut pas parler à Poutine parce qu'il est tellement mauvais. Mais le fait est que les négociations de paix ont toujours lieu entre ennemis. Sinon, il n'y aurait pas de négociations de paix. C'est simplement comme ça. Donc je pense qu'il n'y a aucune justification à ne pas le faire. On dit que la Russie ne veut pas négocier, mais la Russie parle aux Russes. Ils ont reçu un envoyé de Macron, Tafeng Tsireguesa. Ils ont répondu au téléphone quand Scholz a essayé d'appeler Poutine. Ils ont simplement une position différente sur toute cette affaire. Bien sûr, ils voient les choses autrement. Mais c'est justement l'objet des négociations de paix.
Donc, l'argument que nous avançons est essentiellement que les négociations de paix ne sont pas utiles. Nous voulons gagner la guerre et leur dire ensuite ce qu'il en est. Mais voyez-vous, même lorsqu'on gagne une guerre, il est difficile d'y mettre fin. Regardez la Première Guerre mondiale et le traité de Versailles, où l'Allemagne a signé qu'elle était coupable de la guerre. 21 ans plus tard, les Allemands étaient à Paris. Je veux dire, la paix est une chose difficile et elle doit être négociée. Elle ne devrait pas être dictée comme le traité de Versailles. Nous devons parler avec les Russes. Nous devons essayer de donner du sens aux choses et cela prend du temps. Cela demande de la patience et surtout un changement de langage. Si vous traitez quelqu'un de Hitler, vous ne pouvez pas négocier avec cette personne. Y a-t-il un moyen de faire cela? Parce qu'en fait, dans la théorie du conflit interpersonnel, l'une des étapes majeures consiste à commencer par la métacommunication, c'est-à-dire la communication sur la communication. Est-ce que cela pourrait être une façon de dire, par exemple, organisons une rencontre avec les Russes uniquement pour discuter du langage, pas de la guerre, juste du langage? Mavrang vasistisres ou possidis visions avec les Russes. Conserving possession de paix. Ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est exactement une condition préalable. Ce n'est pas une négociation, ni une négociation de paix. C'est simplement que nous nous mettions d'accord sur notre terrain d'entente, sur ce dont nous voulons parler. C'est relativement facile à accepter, car ça permet d'énormes différences dans la manière dont nous mettons le tout en œuvre. Mais comme vous l'avez dit, il nous faut quelque chose en amont. Un accord selon lequel nous avons une responsabilité commune envers l'Ukraine, une responsabilité commune envers l'avenir de l'Europe. Je veux dire, nous venons de découvrir, après 4 ans, que la Russie est aussi un pays européen. Elle l'a toujours été. Mais c'est quelque chose que nous devons faire, et nous ne sommes pas prêts à le faire. Je pense que ce serait aussi plus facile pour nous si nous sortions de notre vieille propagande de guerre. Tous les pays ont une propagande de guerre. Les Russes en ont une. Nous en avons une. C'est comme ça. Mais je pense que lorsque nous commençons à parler de paix ou à chercher une solution, nous devons d'abord établir de telles conditions préalables. Je pense que ça se passe, ce ne serait possible. Peu importe comment vous l'appelez dans votre théorie, je ne suis pas un théoricien. Je suis une personne pratique. Mais je peux vous dire que je connais un peu ces négociations. Il est extrêmement important de trouver un terrain d'entente avant de vraiment commencer à négocier. D'accord. Pourrions-nous faire cela? Tu sais, ce qu'il nous faut, c'est contourner les va-t-en-guerre. Il faut éviter ceux qui veulent que tout cela continue. Alors, que dirais-tu d'un processus interparlementaire entre toi et quelques membres, en contact avec des parlementaires en Russie, non pas pour discuter de la paix elle-même, mais pour parler du langage de la paix et du langage des intérêts? Pas de négociation à proprement parler, juste le vocabulaire, juste pour poser les bases. Parce que ces autres personnes, elles ne bougent pas. Ce sont des idéologues inébranlables. Alors comment peut-on contourner cela? Vous savez, je suis allé avec un groupe de parlementaires en mai de l'année dernière pour le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Russie. Nous avons eu des discussions très intéressantes et c'est là que tout s'est bloqué, car l'idée était que j'aille aussi à Kiev. Mais ce n'était pas possible. Je veux dire, je continue à parler avec les Ukrainiens. Je vais aussi leur écrire une autre lettre maintenant, car nous devrions nous préoccuper de ce qui arrive à l'Ukraine. Je pense que leur avenir ne réside pas dans la poursuite de la guerre. Ils devraient limiter leurs pertes et réfléchir à la manière dont ils peuvent améliorer leur niveau de vie. Et vous savez, à la situation entre les pays des BRICS et l'Union européenne.
Je veux dire, ils ont beaucoup d'options à ce niveau-là, je pense. Mais cela ne s'est pas produit. Et je pense que c'est parce que nous avons vraiment eu un recul. Je veux dire, c'est presque maintenant. Quand j'ai été au Parlement autant que j'y suis, ce que je retiens de tout cela, c'est que les positions se sont durcies. En réalité, elles ne se sont pas adoucies. Elles se sont durcies. Et vous savez, je m'occupe beaucoup de ces sanctions contre des individus maintenant, parce que je pense que ce genre de sanctionner des gens qui disent la mauvaise chose, c'est bien. Et maintenant, le ministère allemand des Affaires étrangères a même menacé un journaliste lorsqu'il a posé une question sur les sanctions. Franchement, comme dans un régime totalitaire. Un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères. Donc je pense que nous assistons à un durcissement. Et le danger, c'est que nous entrions dans une phase très désagréable de la guerre vers la fin. Et je crains que quand on parle d'1 million de Russes morts, ou quels que soient ces chiffres, nous ne sachions pas vraiment. Mais je pense que l'expérience des guerres, et nous avons effectivement une certaine expérience des guerres, montre que le camp perdant perd la plupart de ses hommes. C'est tout simplement parce que quand on perd, la discipline commence à faiblir. Il faut quitter des positions bien défendues pour se replier sur des positions moins défendues. Et c'est à ce moment-là que ce camp perd généralement bien plus de monde que l'autre. Et je crains, je ne sais pas, mais je crains que ce soit ce qui arrive actuellement à l'Ukraine. Et c'est une chose très triste, une chose vraiment, vraiment triste. Vous savez, l'Ukraine a l'un des taux de croissance démographique les plus faibles. La plupart des familles ont peut-être un seul enfant, et cet enfant ne revient pas, ou il revient sans jambes, ou il revient tellement traumatisé par la guerre qu'il n'aura plus jamais d'enfant. J'ai vu des gens traumatisés. J'ai vu beaucoup de choses liées à la guerre dans ma vie, et j'en ai vu les conséquences. Et je siège ici, au Parlement européen, où l'on adopte des résolutions. Des gens qui viennent de boire leur café, de prendre une douche chaude, d'arriver au bureau, qui ont prévu quelque chose d'agréable pour le soir et une conversation plaisante. Et pendant ce temps, ils décident que la guerre doit continuer. Et je suis là, dans ce Parlement, et je me dis, enfin, je ressens parfois plus de désillusion que pendant toutes les périodes où j'ai réellement connu la guerre. Parce que dans les vraies guerres, que ce soit en Afghanistan, en Iran, en Irak, en Syrie ou en Sierra Leone, tous ces endroits où je suis allé, on peut parler aux gens. Mais j'ai le sentiment qu'en Europe, on ne peut parler à personne. On ne peut parler à personne. Oui. Oui. Et tu sais, la partie triste de la sociologie de la guerre, c'est que les personnes les plus éloignées de tout cela, sont généralement celles qui la soutiennent le plus ardemment. En général, quand tu demandes aux gens des zones ravagées par la guerre, à ceux qui ont perdu des proches et des amis, ce sont eux qui disent « Non, il faut que ça s'arrête. Quoi qu'il arrive, il faut que ça s'arrête. » Et ce sont ceux qui n'ont rien perdu qui disent « Non. » Mais ensuite, quand tu réalises que tu ne peux plus la gagner, je veux dire, pourquoi continuer une guerre? On dit toujours, faites demi-tour, la Russie va la perdre. Mais pour l'instant, depuis ces 4 années, quand on regarde, la première année était différente. Mais à partir de ce moment-là, après l'offensive d'été de 2022-2023, il est très clair qu'à chaque mois qui passe, l'Ukraine se trouve dans une position militaire de plus en plus défavorable. Et donc sa position pour négocier se dégrade aussi. C'est simplement comme ça. C'est la même chose pour la guerre en Ukraine que pour toutes les autres guerres. Et en gros, on leur demande de continuer. Mais pourquoi? S'ils avaient négocié il y a 1 an, ils auraient été dans une meilleure position. S'ils avaient respecté les accords d'Istanbul, presque personne n'aurait été tué. Et vous savez, c'est pour cela que nous portons une énorme responsabilité.
Je veux dire, c'est Merz, c'est Macron, c'est Damas. Vous savez, ils ont une immense responsabilité dans tous ces meurtres qui se produisent actuellement en Ukraine. Une responsabilité énorme. Et ils ne devraient pas me dire qu'ils sont du côté moralement supérieur et appeler cela un soutien. Ils appellent cela du soutien. Moi, j'appelle cela une aide à tuer des gens, parce que c'est une guerre qui n'a plus aucun sens. L'ancien ambassadeur américain Chas Freeman est celui qui a inventé l'expression dès le tout début de la guerre, selon laquelle l'OTAN serait prête à se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Et cette stratégie n'a pas changé. Le dernier Ukrainien n'est pas encore tombé. Mais, vous savez, je ne sais pas, les Ukrainiens sont trahis par nous. Si je regarde les photos prises au palais de l'Élysée, lorsqu'ils se sont mis d'accord sur la coalition des volontaires, on voyait tout le monde essayer d'embrasser le président Zelensky, de le serrer dans leurs bras et tout le reste. Et ensuite, nous avons eu cette grande cérémonie où les anciennes puissances coloniales, comme la Grande-Bretagne, se comportaient comme si nous étions encore au XVIIIe siècle. Bref, après cela, Scholz est venu dire qu'il n'y aurait pas de soldats en Ukraine, à moins que la Russie ne l'accepte. Donc c'était fini. Alors pourquoi serrons-nous Zelensky? Nous le trahissons sans cesse. Il n'y aura pas de coalition des volontaires en Ukraine. Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas non plus ces garanties de sécurité de l'article 5. Les garanties de sécurité dans le monde n'existent plus. La France n'engagera pas une bombe nucléaire pour défendre Kharkiv si le risque est de perdre Paris. Jamais, jamais. C'est une illusion. Et c'est aussi une illusion de penser que les Américains déclencheraient une guerre nucléaire avec la Russie simplement pour défendre nos frontières. Pas question. Pas question. Et donc, nous continuons à donner aux Ukrainiens l'illusion qu'il y a quelque chose au coin de la rue qui va les sauver, changer le monde et tout cela. Mais en réalité, ce que nous faisons, c'est les trahir. Je pense que c'est une immense trahison envers les Ukrainiens. Vous savez, quand vous regardez mes écrits, je ne rédige jamais rien de négatif sur les Ukrainiens ou leurs affaires internes. Parce qu'à mon avis, y compris le gouvernement, ce sont un peuple trahi par les gouvernements, le mien aussi, et ceux d'Europe. Donc je ne dis rien de mal à leur sujet. Je pense que nous avons la responsabilité de mettre fin à la guerre, les Européens, et qu'ils devraient retrouver la raison. Donc si vous pouvez nous aider, par exemple, avec les lettres que nous avons envoyées au Parlement européen, les gens pourront voir que ces lettres sont très raisonnables. Elles ne sont pas haineuses, il n'y a pas de propagande russe ni rien de ce genre. Mais les gens devraient voir qu'en cet anniversaire, nous essayons d'utiliser mon mandat au Parlement européen pour faire quelque chose au sein de cette institution centrale, pour faire quelque chose en faveur de la paix. Bien sûr, je ne suis pas très optimiste à ce sujet, mais ne rien faire serait encore pire, non? C'est bien là le problème. Ne rien faire serait encore pire. Et je te félicite, Michael. Je veux dire, il y a une faction pacifiste en Europe, oui, il y en a une, et tu en es à l'avant-garde. Tu es vraiment à l'avant-garde de ce mouvement. Il y a une raison, vous savez. Quand je monte dans l'ascenseur, les gens se retournent. Ils me disent pas bonjour. Vous savez, je pense que c'est ça. Je veux dire, c'est pas triste. Enfin, c'est triste. Mais ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal, c'est parce que tu fais les choses bien. Et les lettres dont tu parles seront publiées sur mon Substack dimanche, donc d'ici la sortie de cet épisode. Et puis l'article, tu sais, celui où l'on dit qu'il nous faut du courage maintenant pour faire la paix. L'Europe doit changer. Et le changement de direction sur le plan politique exige non seulement des connaissances et des compétences, mais surtout du courage. Je souhaite que nos dirigeants au sein de l'UML, et vous verrez que ces lettres sont très positives en ce sens,
ait le courage d'opérer ce changement. Faisons la paix, et les gens vous en seront reconnaissants, disons-le ainsi. Oui, ils le feront. Ils le feront. Et je ne peux que te féliciter, Michael. Et s'il te plaît, continue, continue, et tiens-nous au courant de ce qui se passe. Nous devons aussi créer un espace mental pour la paix, car en ce moment, la guerre occupe tout l'espace de la paix. Voilà. Nous devons sortir de cela. Nous devons sortir de la mentalité de guerre et revenir à une mentalité de paix. Au moins, vous savez, nous ne devrions pas. C'est du courage. Vous savez, dans les guerres, il y a des choses très importantes que nous ne pouvons souvent pas définir, comme le courage, comme la confiance. La confiance. Je veux dire, on ne peut pas conclure d'accord si l'on ne crée pas de confiance. Mais qu'est-ce que la confiance, vous savez? Tout cela est très très important. Et les personnes qui négocient des accords de paix, qui savent comment gérer les choses, elles savent un peu comment faire cela. C'est dommage que dans le gouvernement allemand, vous savez, personne ne nous parle. Je veux dire, je pense que les gens qui ont écrit ces choses-là, il y a là beaucoup de savoir. Je veux dire, ce ne sont pas, tu sais, des instituteurs ou des étudiants d'université ou quoi que ce soit. Non, je pense que nous apportons beaucoup de connaissances là-dedans et je pense que nous devrions être pris au sérieux. Et tu sais, je pense que la proposition est, dans sa structure, mieux rédigée que ce que font les Américains en fait. Non pas que je pense qu'ils ne devraient pas le faire, mais je pense que c'est quelque chose de bien plus professionnel. Et oui, nous pourrions en être fiers, parce que nous avons en Europe le savoir-faire pour le faire. Mais les gens ne veulent pas le savoir. Non, les gens qui sont là ne veulent pas le savoir. Ils préfèrent toujours la guerre aux négociations. Écoute, Michael, je suis très reconnaissant pour tout ce que tu fais au Parlement européen. Tu es vraiment un phare dans des temps très sombres. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et s'il te plaît, continue de nous informer, tout le monde. Vous pouvez trouver cela sur Substack et vous pouvez aussi trouver ces contenus sur Apple. Aidez-nous à faire passer le message, non seulement à travers les interviews, mais aussi sur votre site web, pour que les gens le voient, car nous n'avons pas d'autres moyens. Les grands médias vont nous ignorer. Ils n'écriraient même pas sur nous, même pas de manière négative. Je veux dire, ce serait déjà une forme de succès, mais ils nous ignorent tout simplement. Et avec celui-ci, je crains qu'ils ignorent la paix, malheureusement. Ils le font. C'est l'escalade des choses. D'abord, ils t'ignorent, ensuite, ils te combattent, et puis tu gagnes. Nous en sommes encore à la première étape. Donc, en un sens, il y a encore du chemin à faire, mais nous devons en venir au véritable débat sociétal, n'est-ce pas? Avec les anciens. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Michael. Merci beaucoup. En direct, c'était vraiment gentil de ta part. Merci. Thank you very much for your time. It was really kind of you. Thank you.